Bonjour à tous, je vois que vous êtes venus très nombreux, ça nous fait très plaisir. Voilà, j'ai le plaisir de vous accueillir pour cette deuxième édition du CMSD à la Maison des Associations. Voilà, je vous présente une petite introduction à l'événement pour résumer les points clés de la journée. Et puis, Patrice Bertrand nous fera une petite rétrospective de 10 années de gestion de contenu. Et je vous présenterai après ça rapidement quelques résultats de l'édition 2013 de l'enquête qu'on avait déjà fait l'année dernière sur la pénétration des CMS open source en entreprise. Donc voilà, je me présente, Vincent Mocor, business developer CMS chez Smile, et je serai rejoint tout à l'heure par Patrice Bertrand, notre directeur général. Donc commençons d'abord par les nouveautés de l'édition 2013. Alors, par rapport à l'événement 2012, on a essayé, face au succès de cette première édition, d'être en capacité d'accueillir plus de monde, de pouvoir vous présenter plus de conférences. Donc voilà, on est passé de 16 à 19 partenaires qui nous accompagnent. On a plus de salles, donc on a une dizaine de conférences en plus. On a plus d'intervenants sur toutes ces conférences, on passe de 40 à 50. En termes de salles, on a 5 salles dédiées, puis je vous présenterai quelques petites nouveautés au niveau des salles. Et beaucoup plus de stands, 19 points de rencontre avec nos partenaires, en particulier dans tout le couloir qui est derrière cet amphi. Vous aurez un petit peu le village associatif, avec donc des CMS représentés principalement par leur communauté. En termes de planification de l'espace, donc vous avez l'espace amphithéâtre Émile Lafont ici. Donc au rez-de-chaussée, c'est le seul endroit où il y aura des conférences. Et au premier étage, vous aurez des conférences en salle Olive, salle Aubergine, salle Potéon, salle Tilleul. Et dans la salle Cassis, il y aura l'espace démo où vous avez des postes à disposition pour accéder à des démonstrations des différents CMS qui sont représentés aujourd'hui. Petite nouveauté aussi, on a prévu normalement un accès pour des personnes qui auraient besoin de monter en ascenseur. Donc c'est indiqué, il faut passer par l'extérieur et il y a un accès qui permet de monter, assister aux conférences du premier étage. Donc pour se focaliser un petit peu plus sur les nouveautés de cette édition 2013, donc d'une part une première nouveauté que vous avez sans doute tous vue, c'est le tweet wall qui est à votre droite, à ma gauche, à votre droite. La diffusion en streaming, donc je ne vais pas forcément m'y étendre beaucoup, parce que donc, ça ne vous concerne pas si vous êtes dans la salle. Et merci à ceux qui nous suivent déjà en streaming, c'est que vous avez déjà la bonne URL. Donc la salle de démonstration, donc la nouveauté dont j'ai parlé tout à l'heure au premier étage. Et puis le jeu CMSD et les CMSD Awards, où je vais donner quelques explications tout de suite. Donc tout d'abord, revenons sur le tweet wall. Le hashtag, si vous avez des commentaires à faire, c'est CMSD. Et ici, là, j'ai mis un QR code que je ne sais pas si vous allez réussir à le scanner. C'est pas toujours facile sur un vidéoprojecteur, mais donc qui pointe directement sur le post précis de notre page Facebook, qui permet aussi de remonter de l'information. Voilà. En ce qui concerne le jeu CMSD, alors normalement on a dû vous distribuer un petit carton comme celui-ci dans vos sacs. Donc le principe, c'est d'aller rencontrer les exposants. Vous devez faire tamponner sur chaque stand. Alors il y a pas forcément tous les stands, il y a les sponsors Platinum, les sponsors Gold, et puis il y a un certain nombre de sponsors bronze ou silver qui peuvent tamponner cette carte. Et une fois que votre pass est tamponné, complet, vous pouvez le déposer à l'accueil avant 17h. Il y a des urnes qui sont prévues pour ça. Et donc ce petit jeu, il y aura un tirage au sort juste après 17h, vers 17h30, où on fera donc gagner une tablette Nexus 7, un disque dur externe d'1 Tera et une liseuse Odyssey. Deuxième grosse nouveauté, les CMSD Awards. Donc on va se réunir avec un jury juste après la keynote pour en fait délibérer sur des présentations qui vont être faites par des CMS qui ont innové sur l'année dernière, on va dire 2012, début 2013.
Et en fin de journée, à la keynote de fin, on remettra les trophées dans 3 catégories. Donc la catégorie innovation front office ou concours Easy Publish, Lutes et Novius OS. Un trophée pour la catégorie back office ou concours Ametis, Drupal avec le module Scaldé, Jaya et Mura. Et enfin, une dernière catégorie, innovation technique, ou concours Drupal avec le module GCC, Easy Publish, Joomla avec le module Seblood CCK et Rubedo. Donc la cérémonie de remise des trophées sera à 17h45 au moment de la keynote de fin. Et pour les 3 gagnants, vous présenteront leur innovation au format Pecha-Kucha, c'est-à-dire une présentation assez rapide qui dure un peu plus de 6 minutes. Le but, c'est de diffuser 20 diapos en 20 secondes par diapo. Donc voilà, quelque chose qui donne un résultat assez rythmé. C'est ce qui sera utilisé pour la présentation aux membres du jury. Alors je vais terminer avant de laisser la parole à Patrice en remerciant nos partenaires, donc Easy Publish et Jaya. Également en partenaire niveau argent, niveau or, Acquia, Ametis, Liferay, Novius OS et Mura. Nos 2 sponsors au niveau argent, Hippo CMS et Rubedo. Et puis nos sponsors bronze, CMS Made Simple, l'association Drupal France et Francophonie, l'AFUGE, donc l'association française des utilisateurs de Joomla, Lutes, Plone, Airbase Change, SPIP, WordPress, Typo3 et XWiki. On remercie également nos partenaires presse, sans qui l'événement n'aurait sans doute été pas un aussi grand succès. CMS.fr, Collaboratif Info, Intelline TV, le JDN, le Mag-IT, Silicon.fr et Znet.fr. Et enfin, donc, au-delà des partenaires, il est indispensable de remercier toute l'équipe de l'organisation de Smile. Voilà, alors, on a l'impression qu'il n'y a que les filles qui travaillent chez Smile, mais bon, on a aussi fait notre part de travail. Donc un gros merci à Leslie, Amélie, Jennifer et Flora, et aussi Emmanuel, en particulier pour l'espace démo, Benjamin, Grégory, qui me passe un petit peu les clés de l'événement qu'il avait initié l'année dernière. Voilà, donc pour toute l'organisation du CMSD, puis j'en oublie, merci aussi à tous ceux qui sont venus de Smile pour aider à l'accueil aujourd'hui, au bon déroulement de la journée. Et enfin, un gros merci à Patrice Bertrand, qui va venir nous faire sa rétrospective. Patrice Bertrand, donc le directeur général de Smile, donc sans qui, bien sûr, l'événement n'aurait pas pu avoir lieu. Merci pour lui. Bonjour, je suis donc Patrice Bertrand, je suis directeur général de Smile et l'un des fondateurs de la société qui est donc à l'origine de cet événement. Pendant des années, il y a longtemps de ça maintenant, j'ai été aussi l'un des experts en gestion de contenu chez Smile. J'ai écrit les premières versions du livre blanc qui traitait de la gestion de contenu et des solutions open source. C'était en 2004. Smile était à l'époque une plus petite société, une centaine de personnes peut-être, et la gestion de contenu a été pour nous, comme pour beaucoup, un peu un des déclencheurs de notre orientation qui a été générale vers l'open source, simplement parce que c'est dans ce domaine qu'on a trouvé les solutions qui nous montraient de manière assez radicale que l'open source apportait des choses extraordinaires. Et donc, pour cette introduction, je voulais vous prendre un peu de recul et parler un peu de ces grandes phases de la gestion de contenu sur les 10 dernières années. Je dis 10 pour faire un chiffre rond, mais en fait, un peu plus que ça, puisque c'est vers 2001-2002 qu'on a dû déployer nos premiers CMS open source. En 2004... nous avions cassé notre tirelire, dégagé un petit budget de communication et payé un petit encart, quelques lignes, dans une newsletter du journal du net. Et quelqu'un nous avait dit, si c'est pour dire en 3 lignes, on est très fort, envoyez-nous vos bons de commande, c'est pas la peine, vous jetez votre argent par les fenêtres, il faut avoir une vraie promesse, il faut avoir quelque chose à offrir. Et donc notre encart disait...
téléchargez le livre blanc de Smile, vous saurez tout sur la gestion de contenu et les solutions open source. Et en quelques jours, on a eu un peu moins d'une centaine de personnes qui se sont déclarées intéressées. Et donc on était très contents. Il y avait juste un petit problème, c'est que le livre blanc n'existait pas encore. Il arrive parfois que le marketing prenne un peu d'avance, mais en même temps, c'est un stimulant, c'est un challenge. Et donc, on a écrit à tous la centaine de futurs lecteurs que s'ils voulaient bien patienter un petit peu, on allait leur adresser très rapidement ce fameux livre blanc. Ils ont bien voulu patienter et le livre blanc est sorti fin 2004, la première version, il y en a une autre depuis. En 2012, il y a eu 105 000 téléchargements de livres blancs sur de différents sujets sur les sites de Smile. Environ 34 000 personnes uniques qui en ont demandé des téléchargements, donc environ 3 chacun en moyenne. Voilà. C'est ainsi que ça fait plus de 10 ans maintenant que nous pratiquons la gestion de contenu exclusivement sur des solutions open source. Et donc, j'aimerais effectivement prendre un peu de recul pour voir qu'est-ce qui a évolué dans ces 10 années de gestion de contenu. Comme je l'ai dit, la gestion de contenu a été un des domaines où les solutions open source ont été matures très tôt. Et donc, c'est aussi le sujet qui a fait rentrer l'open source dans les entreprises. À ce titre, les solutions open source qui sont présentes ici dans ce CMSD sont à la fois, on peut dire, elles ont rendu les services qu'on attendait d'elles, mais elles ont fait plus que ça, elles ont été les ambassadeurs, les ouvre-boîtes, qui ont permis de convaincre des DSI, y compris de grandes entreprises, que l'open source, non seulement il y avait des choses intéressantes, mais même c'était extrêmement sérieux. Ça leur permettrait de mieux servir leurs clients et dans beaucoup de cas de faire des économies également. C'est sans doute vers la fin des années 90 que l'open source avait commencé à démontrer sa solidité, sa crédibilité dans le domaine de l'infrastructure. Avec bien sûr Linux soi-même, Apache, les DNS, les serveurs LDAP, le mail. Bref, dès la fin des années 90, une bonne partie de l'Internet étant construit à base d'open source, on savait que dans ces domaines-là au moins, l'open source était non seulement mature, mais d'une robustesse, d'une solidité, d'une dynamique exceptionnelle. Et puis, il y a eu la naissance et la montée en puissance des géants du web, les Google, plus tard les LinkedIn, Facebook, mais déjà il y a longtemps Amazon. Et tous ces gens-là ont construit leur plateforme à base de composants open source très majoritairement. Certains d'entre eux ont aussi été de grands contributeurs à ce patrimoine d'outils open source et donc ont été des stimulants extraordinaires, mais surtout ils ont permis de répondre à ces quelques DSI qui nous disaient encore, disons peut-être en 2005, 2006, nous c'est un peu différent, vous comprenez, on a des dizaines de milliers d'utilisateurs, alors l'open source c'est bien gentil, mais nous il nous faut de l'IBM, de l'Oracle, des choses sérieuses. Et là, rapidement, on a pu leur dire, ah oui, vous avez 10 000 utilisateurs, c'est assez impressionnant, mais regardez, eux, ils en ont 10 millions, et ils ont bien analysé la question, et ils ont choisi de tout construire à base de produits open source. Donc peut-être que ça devrait vous faire réfléchir un petit peu. Et effectivement, certains d'entre eux ont réfléchi, et ça a fait qu'en quelques années, en particulier dans le sujet de la gestion de contenu, les solutions open source ont absolument balayé le marché. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus aucune solution qui ne soit pas open source qui tienne une part de marché, disons, significative. Donc revenons justement à la gestion de contenu, à ces outils qui ont été les ambassadeurs de l'open source en entreprise. Qu'est-ce qui valait ces CMS open source du début des années 2000 ? Eh bien, ils étaient déjà de grande qualité. Et à vrai dire, 10 ans plus tard, c'est intéressant de noter que pour ceux qui étaient déjà là, parce qu'entre-temps, des petits jeunes sont apparus aussi, mais pour ceux qui étaient déjà là, c'est intéressant de noter qu'ils ont gardé à peu près leur patrimoine génétique. Et si vous voyez des back-office de ces CMS des années 2000, il y a des chances qu'on les reconnaîtrait encore.
ils ont gardé leurs racines. Peut-être un des domaines et une des tendances les plus fortes de ces 10 années, c'est qu'ils ont tous à peu près énormément gagné en architecture logicielle. Dans le début des années 2000, il n'y en avait pas beaucoup qui avaient ne serait-ce qu'une abstraction entre la gestion de contenu et la base de données. Il n'y en avait pas beaucoup qui s'appuyaient sur des frameworks dignes de ce nom. Comme il y en avait un certain nombre dont le code était un peu un plat de spaghettis. Tout ça a énormément progressé et on a aujourd'hui des outils qui sont de ce point de vue-là pratiquement à l'état de l'art. En tant qu'intégrateur, notre approche des CMS open source a aussi beaucoup évolué. Pendant un temps, pendant quelques années, au début, on considérait que puisqu'il était autorisé de modifier le code de ces outils, eh ben, c'était donc la meilleure chose à faire. Et aussitôt qu'il nous manquait une fonctionnalité, on y allait au scalpel ou à la hache, mais on rajoutait la fonctionnalité qui nous manquait et on s'apercevait même que nos ingénieurs brillants, non seulement ils n'avaient pas de mal à prendre la maîtrise de ces outils, mais même ils n'étaient jamais aussi heureux que quand ils pouvaient les modifier. Après quelques années, on s'est aperçu que ce n'était pas forcément une bonne idée. Dans les faits, on était en train de forquer les produits et bien sûr, à chaque fois que les nouvelles releases allaient arriver, on allait se poser la question de comment réintégrer nos petits travaux dans les nouvelles versions. Donc depuis, après quelques temps, on a un peu abandonné cette approche, disons, warrior, et on n'a plus modifié les logiciels que soit dans le cas où on pouvait s'intégrer au référentiel et s'intégrer également à la gouvernance pour que ces modifications rejoignent le trunk du produit, soit sous la forme d'extension. Et justement, en parallèle, bon nombre d'outils de gestion de contenu évoluaient vers une architecture de type noyau-extension, c'est-à-dire une architecture dans laquelle on a le cœur du logiciel qui est entre les mains le plus souvent d'une équipe resserrée, qui est dans certains cas le bon moyen de lui assurer une grande stabilité, et en même temps de faire cohabiter ça avec la richesse, le foisonnement d'une dynamique communautaire au travers des extensions. Certains des outils qui sont présents aujourd'hui, je sais, ont été vraiment des pionniers en la matière, mais ils ont été rejoints par à peu près tout le monde, car c'est vraiment un modèle supérieur. C'est un modèle qui est à la fois un modèle d'architecture logicielle qui permet d'intégrer de la manière la plus flexible et la plus propre des développements complémentaires, quand bien même il ne s'agirait pas de les rendre réutilisables à un second projet. Mais c'est également un modèle de synergie et de réutilisation, puisque c'est évidemment infiniment plus facile de réutiliser ces développements qui se branchent sur des API non seulement bien définis, mais durables au travers des différentes versions. Et donc ça a donné lieu, dans certains cas, à des places de marché où des extensions par centaines, par milliers parfois, se téléchargent et sont évaluées. Et d'ailleurs, le concept a été ensuite décliné dans une quantité d'autres domaines. On le voit ces dernières années dans le e-commerce de la même manière, dans plein de domaines. C'est le modèle presque dominant d'architecture logicielle faisant cohabiter un noyau avec une profusion d'extensions. Sinon, quelles ont été les autres grandes tendances dans les 10 dernières années ? L'une d'entre elles, je me souviens, pendant longtemps, nous faisions la promotion des contenus structurés. Nous disions à nos clients, arrêtez de mettre juste un titre, un sous-titre, une accroche et puis un énorme pâté de HTML plus ou moins formaté. Ça n'est pas la bonne démarche. Il faut structurer ces contenus au plus près de leur signification. Structurer les contenus... si vous mettez en ligne des offres d'emploi, ça va être un lieu, un salaire, un poste, une mission, etc., un type de contrat. Et si vous avez des produits à mettre en ligne, ça va être d'autres caractéristiques. Et c'était un combat qui a mis longtemps à progresser. C'était aussi, notre argumentation était aussi que c'était
la manière de décupler les utilisations possibles de ces contenus. C'est aussi faire un pas de la gestion de contenu vers la gestion de la connaissance, puisque c'est une fois que les contenus sont structurés, qu'on leur a donné un sens, que l'on peut faire des recherches organisées, que l'on peut manipuler ça, à la limite comme une application. Et d'ailleurs, on avait quelques clients qui ont utilisé de la gestion de contenu pour mettre des choses que, somme toute, d'autres auraient choisi de mettre dans une base de données. Néanmoins, on était peut-être un peu dogmatique aussi à l'époque. Il y avait une autre tendance également forte qui était vers plus de liberté, plus de flexibilité, plus de souplesse, et de mettre toutes les petites choses dans des petites cases. C'est une vision peut-être un peu d'informaticien, mais parfois on gagne aussi à la liberté la plus large. Et donc les deux tendances en réalité avaient chacune un sens. Et on a même des sites qui font l'un et l'autre selon le cas de figure. Je pourrais vous parler aussi de la dimension portail. Là aussi, je connais quelques outils qui ont été des pionniers dans l'intégration de ces deux mondes qui au départ étaient distincts et qui ont eu tendance dans ces 10 années à se rapprocher. Réunir gestion de contenu et portail, c'était manifestement la bonne voie pour un très grand nombre de sites qui n'avaient pas envie de gérer ces deux domaines, que ce soit en termes d'administration, en termes de charte graphique, en termes de contribution, de manière distincte. On pourrait parler aussi des workflows. Typiquement, je me souviens d'une époque où c'était un sujet qui revenait souvent dans les consultations, mais combien y a-t-il d'étages possibles dans le workflow ? Et je dirais que c'est assez emblématique d'ailleurs du fait que, un peu comme les pixels dans les appareils photo, dans beaucoup de cas, il ne faut pas se focaliser sur le nombre de ci et le nombre de ça. On a connu énormément de sites qui avaient imaginé des workflows à 3 niveaux, avec des conditions, des branchements, et s'il n'a pas validé au bout de 3 jours, alors ça remontera à monsieur machin, etc. Et puis au bout d'1 an d'utilisation, tout ça a été mis à la poubelle et remplacé par un webmaster qui valide les choses lui-même. Donc c'est typique, disons, une bonne illustration du fait que ça n'est pas toujours le nombre ou le fait qu'il y ait une croix dans la bonne case dans l'évaluation d'un produit, c'est vraiment l'évaluation par la pratique sur le terrain qui compte. Tous les CMS ont également énormément progressé en termes de simplicité d'utilisation. Hein. On a vu s'étendre ce qu'on appelle parfois le insight editing. On a vu des interfaces de plus en plus ergonomiques. On a compris qu'il ne fallait pas que les back-office de ces CMS soient rebutants. On a compris même que si on pouvait éviter de montrer un back-office du tout à un contributeur, on s'en porterait mieux encore. Une autre chose que j'aurais aimé voir progresser plus rapidement, c'est la performance. La loi de Moore, comme vous le savez sans doute, joue pour nous, mais à l'inverse, les audiences augmentent, le poids des pages a augmenté, et de telle sorte qu'on arrive 10 ans plus tard et on pourrait penser que la performance est un sujet réglé depuis longtemps. Eh bien non, il s'avère que non, c'est encore un sujet aujourd'hui, et peut-être que ça devrait être une préoccupation un peu plus haut dans la liste des priorités, à mon sens. Voilà, tous ces sujets que j'ai très rapidement balayés seront examinés, creusés, décortiqués pendant cette journée par les experts les plus pointus en France. Je crois que je n'exagère pas du tout, et beaucoup d'experts venus de plus loin encore, de toute l'Europe, pour nous faire partager leurs connaissances. C'est un métier d'organiser des événements, et ça n'est pas le nôtre. Accueillir 25 personnes pour une petite présentation à l'écran, ça n'est pas très difficile, beaucoup de gens y arrivent, mais organiser un événement comme celui-ci, c'est absolument énorme. J'espère que vous vous en rendez compte. Il y a peut-être autant de visiteurs ici qu'à Solutions Linux, et pourtant, ça n'est pas notre métier d'organiser des événements. C'est pourquoi j'aimerais remercier très chaleureusement toute l'équipe qui travaille à l'organisation de cet événement depuis des mois, alors que ça n'est pas leur expertise au départ. Je ne sais pas si vous avez déjà posé du papier peint chez vous, mais de la même manière, j'en ai posé souvent, et on constate que
Quand on s'y met, on arrive à peu près au même résultat que des professionnels, mais sauf que ça prend 5 fois plus longtemps et c'est 5 fois plus stressant et on est en permanence angoissé de le poser de travers. Ici, c'est à peu près la même chose, sauf que c'est pas du papier peint, c'est peut-être le décollage d'une fusée alors qu'on n'est pas spécialiste de l'aéronautique. Donc, pour toutes ces raisons, je pense que il faut féliciter vraiment très chaleureusement toute l'équipe qui a organisé cet événement. Ils se sont donnés à fond et c'est leur consécration aujourd'hui. C'est aussi cela d'ailleurs l'open source, la réappropriation des choses qu'on croyait trop ardues. J'aimerais remercier aussi nos sponsors que Vincent a cités tout à l'heure, qui rendent possible cet événement en contribuant à son financement, et toutes les équipes des nombreux CMS qui sont venus témoigner aujourd'hui. J'espère que vous retirerez de cette journée tout ce que vous êtes venus y trouver. En tout cas, on est là pour ça. Toute l'équipe des Schtroumpfs est à votre disposition pour vous y aider. Voilà, merci et bonne journée. Donc, merci Patrice pour ces précisions. Alors j'ai pu suivre un petit peu les tweets. Je pense que l'anecdote sur le livre blanc pas encore écrit a bien porté. Hein, mais en fait, c'est parce qu'on croyait que c'était ça un livre blanc qu'il fallait l'écrire après. C'est pour ça qu'il était blanc. Bon, pour poursuivre donc cette petite séance d'introduction, donc voilà, je vais vous livrer en avant-première quelques résultats de l'enquête qu'on a rééditée pour 2013. Donc pour rappel, c'est une enquête qu'on avait fait un petit peu en se disant on a un certain nombre d'enquêtes qui existent sur le web, qui sont disponibles sur l'usage des CMS, mais qui avaient souvent le défaut d'être un peu trop international à notre goût. C'est-à-dire parfois on aimerait bien savoir aussi ce qui se passe plus précisément en France, sur le marché français. Et puis parfois aussi des études un peu trop ouvertes, donc avec des résultats qui pouvaient être faussés par des contributions massives de telle ou telle communauté. Donc voilà, donc c'est dans cet esprit-là qu'on avait fait la première édition de cette enquête l'année dernière et qu'on a poursuivi, donc en essayant de refondre un petit peu le formulaire d'interrogation des participants pour le rendre plus fluide, plus facile à remplir et pour maximiser le nombre de réponses et surtout le nombre de réponses complètes, qu'on ait moins de gens qui abandonnent au milieu du formulaire. Et on n'a pas encore tout à fait les chiffres exacts, hein, mais ça a plutôt été un succès. On a augmenté le nombre de réponses, en particulier le nombre de réponses complètes. En ce qui concerne l'échantillon des personnes sondées, donc si on regarde en termes à quelle taille d'entreprise ils appartiennent, on arrive à peu près aux mêmes proportions, donc un peu plus de petites entreprises, et puis bon, avec des populations qui descendent au fur et à mesure que la taille de l'entreprise grossit. Sur le profil des intervenants, on a des petites différences. Alors surtout, ce qu'on a fait cette année, c'est qu'on a laissé les gens pouvoir choisir plusieurs choses, ce qui permet de pouvoir recouper des profils. Voilà, si quelqu'un est dirigeant plutôt technique, voilà, il a la possibilité, ou consultant mais plutôt fonctionnel ou plutôt technique, il a la possibilité de pouvoir affiner le profiling de répondants. Donc ça explique que là, on a plus de 100% sur les différents profils. Donc on constate donc que le profil moyen est essentiellement technique, et puis par contre un profil relativement professionnel, hein, c'est plutôt dirigeant, manager, consultant, et peu de particuliers, d'enseignants ou d'étudiants. Donc un premier élément de cette enquête, ce sont l'évolution des attentes fonctionnelles vis-à-vis des CMS. Alors, pour cette partie-là, on a un petit peu, justement dans le souci d'optimiser le formulaire de sondage, on a essayé de mettre un peu moins de catégories, donc ce qui nous a obligé à regrouper des catégories qu'on avait l'année dernière de façon un peu arbitraire. Donc on estime quand même que les résultats sont à peu près cohérents. Mais voilà, ce qu'on peut constater, c'est qu'on a une meilleure répartition des attentes. C'est-à-dire que, alors que l'année dernière, il y avait la structuration de contenu qui était assez en tête des attentes, maintenant, voilà, les attentes sont un peu plus réparties. Et on voit monter en particulier très fortement tout ce qui est intégration avec les réseaux sociaux.
Mais là encore, bon, voilà, c'est difficile de dire si c'est vraiment une vraie montée de ce besoin-là ou alors un effet de bord de l'optimisation du formulaire. Mais en tout cas, voilà, sur 2013, on constate qu'il y a une bonne répartition, voilà, que tous les sujets sont relativement importants. On a posé ensuite la question, en termes de popularité, sur les CMS qui étaient connus par la personne qui répondait. Donc c'est vraiment la question, c'est de quel CMS avez-vous entendu parler, voilà, même si on ne l'a jamais utilisé, mais au moins de réputation. Donc là-dessus, sur cette évaluation de la réputation, on constate que donc il y a un certain nombre de CMS dont la réputation ont monté. Alors les CMS de tête sont à peu près les mêmes que l'année dernière. Joomla, WordPress, Drupal. Bon, l'ordre a un petit peu changé. On constate que ces trois-là se dégagent encore plus. Après, ils sont suivis, on va dire, dans un deuxième palier de SPIP, qui est naturellement historiquement très connu en France, de Typo 3, qui ressort sans doute plus en France, on va dire en Europe même, que si on faisait un sondage mondial. Et puis Easy Publish, voilà, aussi qui est dans ce trio de tête. Et puis suivi un petit peu en dessous par d'autres CMS Made Simple, Jaya, Liferay, Plone, .NET Nuke, et puis après on descend un petit peu, avec en particulier donc des CMS un peu plus récents et donc un peu moins connus, mais qui sont présents aujourd'hui, et on est très content de les avoir parmi nous. Donc Hippo CMS, Ametis, Rubedo par exemple. Donc là, voilà, c'était vraiment une question assez générique. Voilà, quels sont les CMS que vous connaissez? Après, donc, étant donné les taux de connaissances assez variables, on a poursuivi ce questionnement pour des gens qui connaissaient vraiment les CMS. Donc, pour la suite, les 3 prochaines slides, il y aura un petit peu moins de CMS représentés parce qu'on a vraiment montré que ceux pour lesquels on avait suffisamment d'avis pour avoir quelque chose de représentatif. Donc on a recensé donc, les avis, savoir quels étaient votre avis, est-ce que votre avis est positif, neutre ou négatif. Et donc là, si on fait un petit classement en comptant que les avis positifs, on a globalement plutôt des bons résultats. Voilà, tout le monde recueille une part assez importante d'avis positifs, donc avec un gagnant WordPress, mais voilà, suivi de près par Drupal, Liferay, Plone. Voilà, il y a plutôt voilà, des bons scores pour tout le monde, quelques montées assez impressionnantes, hein, bon, pour .NET Nuke, pour Plone et pour Liferay, mais globalement des résultats plutôt positifs. Toujours hein, dans le même esprit, mais alors là on pourra le voir que sur 2013, on a classé donc ces mêmes CMS pour lesquels on avait suffisamment d'échantillons de réponses, par ordre d'avis positifs. Donc on constate voilà, que, exactement comme le classement tout à l'heure, donc WordPress a beaucoup d'avis positifs. On peut voir, mais on y reviendra tout à l'heure, qu'il a aussi très peu d'avis négatifs. Voilà, Drupal, voilà, Super Drupal, Liferay, et ainsi de suite. On constate que, voilà, qu'il y en a certains qui ont un peu moins d'avis positifs que les autres, mais par contre qui ont un très petit nombre d'avis négatifs. Alors je pense par exemple à Jaya qui est un peu en queue de classement. Par contre, si on regarde qui a le moins d'avis négatifs, ce qui est important aussi, c'est savoir voilà, est-ce qu'il y a des CMS où, même s'il y a quelques personnes qui sont très fans, il y a aussi des personnes qui ont des remarques à leur faire, on va dire, et bien là on voit que le classement change un petit peu. Par exemple, CMS Made Simple fait partie des gens qui ne recueillent pas un taux, on va dire, qui lui permet de se classer en tête des avis positifs, par contre qui est très bien placé du fait qu'il ait peu d'avis négatifs. Un petit peu de la même façon, pour Jaya, on constate qu'il y a aussi assez peu d'avis négatifs. Donc voilà, et globalement, voilà, on peut dire que bon, les avis sont quand même plutôt positifs. Et on a fait après une dernière slide pour ce matin. On a posé la question aux utilisateurs, quel est votre CMS préféré? Donc là, il n'y avait qu'un seul choix possible. Et donc là, on retrouve un peu notre trio de tête, hein, WordPress, Joomla, Drupal. Alors bien sûr, il faut bien se rendre compte que ces résultats sont un petit peu amplifiés par le fait que voilà, plus les CMS sont connus, plus ils vont aussi recueillir d'avis positifs comme étant le CMS préféré. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire que mon CMS préféré, c'est un CMS dont j'ai jamais entendu parler. Donc effectivement, voilà, on peut dire que ceux qui sont plutôt en queue de peloton sont, on va dire, naturellement moins mis en avant parce que du fait d'une notoriété un peu moins forte. Voilà, mais donc on peut constater que
Voilà, WordPress a très bien progressé. Joomla, du coup, passe en deuxième. Voilà, Drupal arrive à peu près au même niveau. Voilà, et puis quelques petites évolutions pour les autres. Alors l'ensemble de ces résultats, parce qu'ils sont beaucoup plus riches que ça, en fait, on a fait quelque chose qui va permettre de faire beaucoup de regroupements, en fonction des profils, on va pouvoir aller beaucoup plus loin, savoir parmi ceux qui connaissent tel ou tel CMS, quels sont réellement les avis, de pouvoir faire des analyses assez croisées. Donc on prévoit de sortir des résultats complets dans notre prochain livre blanc consacré au CMS open source. On va dire, on vous le promet pour début de l'automne au plus tard, mais on va essayer d'être un peu plus ambitieux. Mais bon, comme on évite maintenant de vendre les livres blancs avant qu'ils soient écrits, voilà, je préfère être mesuré. Alors pour la suite de l'événement, alors j'ai pas encore tout à fait, j'essaierai de vous donner au moins d'ici la fin de l'événement une petite évaluation du nombre de participants aujourd'hui, mais je vois que vous êtes très nombreux et on vous en remercie. Mais j'ai pas les chiffres exactement en temps réel, on pourra les avoir sans doute d'ici la fin de la journée. Donc pour la suite du programme, n'oubliez pas, donc jusqu'à 10h45, vous avez une petite pause, vous pouvez commencer à aller discuter avec nos exposants, commencer à faire tamponner vos passes pour essayer de gagner la tablette, le disque dur ou la liseuse. N'hésitez pas à tweeter, hein, je vois qu'on a un tweet wall qui est assez actif, on en est assez content. Et puis voilà, 12h30, 13h30, il y a la pause déjeuner, donc voilà, il y a des choses qui sont prévues pour ça. Et donc voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bon CMSD. Donc n'hésitez pas à contribuer via Twitter, via notre page Facebook. Et surtout, le programme pour la suite, juste après la pause. Donc il y aura HTML5 et CSS3 ici même en amphithéâtre Émile Lafont. Donc la salle Potiron est fermée pour la première session parce qu'on s'en sert pour les délibérations des CMSD Awards. Donc j'invite d'ailleurs les membres du jury et ceux qui viennent présenter leurs solutions à me retrouver assez rapidement là, dès que la keynote est finie pour qu'on entame ce programme assez serré. L'impact des performances de votre site sur votre audience sera présenté par Patrice Bertrand Saltilleul. Et puis en Novius vous présentera comment avec sa solution on peut booster sa productivité. Donc voilà, Novius CMS, alors, on vous prévient, c'est un CMS qui vous veut du bien. J'espère que les autres vous veulent pas du mal, mais donc ça sera en salle Olive. Et puis Easy Publish, donc une plateforme unifiée pour gérer votre marketing digital, de la collecte d'informations utilisateurs à la diffusion ciblée, en salle Aubergine. Voilà, donc merci à tous. Il doit rester encore un peu de café, des choses à manger. Et très bonne journée, très bon CMSD.